Offrir des fleurs, tenir la porte, aider, rapporter une valise, laisser sa place à une femme dans le métro, tout se perd, disent les uns, tant mieux, clament les autres. Il n'empêche que 7 ans après le premier tweet MeToo et sa version Balance ton porc, la séduction à la française en a pris un sacré coup. Parfois pour le meilleur, pensez-vous peut-être, mais aussi pour le pire. Une récente enquête IFOP pour Elle magazine menée en août dernier sur la galanterie révèle en tout cas des évolutions significatives dans les pratiques de séduction. En 2024, par exemple, un tiers des Françaises indiquent faire régulièrement le premier pas. C'est 5% de plus par rapport à 2021. Alors si 82% des Français ne considèrent pas la galanterie comme sexiste en 2024, l'émergence d'une remise en question croissante des pratiques traditionnelles apparaît notamment chez les moins de 35 ans. Voilà la question que nous allons nous poser aujourd'hui tous ensemble. Que reste-t-il de la galanterie à la française? Est-elle monnaie perdue? On va voir ça avec mes 3 invités du jour qui sont pour commencer honneur aux dames. Jennifer Tamas, bonjour Jennifer. Bonjour. Ravie de vous recevoir, parlez bien dans votre micro. Agrégée de lettres modernes que vous êtes, vous enseignez la littérature française de l'Ancien Régime. On va voir pourquoi c'est important aux États-Unis. Vous avez notamment publié Le silence trahi, Racine ou La déclaration tragique. Mais là, vous venez avec votre dernier ouvrage, Au seuil, peut-on encore être galant? Et voilà. Jennifer, Jérôme Attal, bonjour Jérôme. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes le bienvenu pour la 2e fois cette année, bravo. Jérôme qui avait récidivé avec cette fois, donc cet hommage à l'élégance, un furieux besoin même, un furieux besoin d'élégance publié chez Fayard. Vous allez nous dire pourquoi c'est un furieux besoin chez vous. Et enfin Jérémy Combe, The Last But Not The Least. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que j'ai fait honneur à mes 3 invités là? Ça va? Très bien, bravo. Jérémy Combe qui avait de votre côté publié cet ouvrage Oser les bonnes manières pour assurer partout en toutes circonstances. Vous êtes un peu le monsieur bonne manière des médias, de la télévision, des Miss France. Enfin bref, on vous présente encore Jérémy Combe ou moi pas? j'aime bien, parce que vous savez, on est toujours l'inconnu de quelqu'un. C'est vrai en même temps. En tout cas, que reste-t-il de la galanterie à la française? Est-elle complètement perdue cette galanterie les uns les autres? On va demander à Jennifer ce qu'elle en pense, oui ou non? Tout dépend de ce qu'on appelle galanterie, c'est ça. L'objet de mon livre, c'était de redéfinir la galanterie par rapport à la façon dont elle a émergé dans la société d'Ancien Régime au XVIIe siècle et à la façon dont elle a été un champ de bataille entre les hommes et les femmes, puisque ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est toute la production galante, c'est-à-dire toutes les œuvres écrites par les femmes qui revendiquent une forme de galanterie qui n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Et oui, puisque la galanterie au XVIIe siècle, j'ai appris ça dans votre livre justement, n'est pas forcément celle qu'on croit aujourd'hui. En fait, on plaque dans l'histoire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, c'est ça? C'est ça. C'est pas tenir la porte, quoi. Non, pas du tout. XVIIe. Non, c'est un art de vivre, c'est un art de converser et ça peut être aussi un art d'aimer. Et c'est un révolutionnaire, dites-vous. C'est un changement de paradigme essentiel puisqu'en fait, ça prend en compte la femme comme une interlocutrice valable. C'est-à-dire que par rapport, si vous voulez, à ce qui précède l'amour courtois, où on s'aime dans l'adultère et dans le silence, et voilà, dans l'ombre... C'est pas très catholique tout ça, dites-moi. C'est ça, mais c'est pourtant, c'est vraiment fondamental à l'amour-passion tel qu'il a été défini aussi par Denis de Rougemont, qui regarde vraiment les rapports entre le christianisme et l'amour courtois comme sorte de reflet imparfait de cette dévotion christique. Et ben, en fait, dans un mariage où vous n'avez pas d'amour, ce qui était le cas au Moyen-Âge et ce qui est encore le cas au XVIIe siècle, l'amour n'est pas obligatoire, n'est même pas sollicité pour les mariages, n'est pas une chose... C'est nouveau, le mariage d'amour quand même en France. C'est vrai que c'est récent. On cherche encore. C'est très récent. Donc au XVIIe siècle, vous n'avez pas de mariage d'amour. Au Moyen-Âge, vous avez l'amour courtois, donc c'est forcément un amour adultère. On cherche l'amour ailleurs que dans le mariage. Et la galanterie, justement, c'est une façon de se parler en toute lumière, dans le salon, en mixité. Ça aussi, c'est quelque chose de très nouveau, parce que si vous regardez les traités de civilité ou les traités de conversation, on dit aux femmes, on leur prescrit en tout cas le silence. Elles ne doivent pas parler de choses amoureuses, elles ne doivent pas parler de sentiments. Et tout à coup, la galanterie, ça leur donne une voix. Et on va parler de Molière dans cette émission, peut-être. Tout à fait. Peut-être. Tout à fait. Mais c'est en ça que c'est une révolution. Revenons en 2024. Merci infiniment pour cette belle introduction historique, Jennifer. Jérémy Combe, pour vous, peut-être tour de table,
simple, tout mignon, ou pas. Galanterie, aujourd'hui, ça résonne comment pour vous, chez Aujourd'hui, vous la galanterie, il y a un côté patriarcal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça vient de... Ce sont nos grands-pères, ou même mon père qui a 80 ans. Je le trouve encore très galant dans sa façon, quand mes parents reçoivent, quand il ouvre une porte, il est très galant avec ma mère, il lui apporte son petit déjeuner au lit tous les jours, il ouvre la porte, etc. Les nouvelles générations, et j'ai encore envie d'en faire partie, si j'ouvre la porte au bureau à quelqu'un, on va me dire, mais attends, mais tu te prends pour qui? En revanche, il y a quand même 4 femmes sur 5 qui vont trouver que c'est quand même très sympathique, et on peut être galant entre hommes. C'est-à-dire que moi, je peux être galant avec un homme plus âgé que moi, avec une personne plus jeune que moi. On appelle ça de la galanterie aussi? Moi, je trouve que c'est de la galanterie. Un Au XVIIe siècle, c'était ça. Un collaborateur plus jeune que moi, mais qui a un plâtre et des béquilles, je trouve assez galant de lui tenir la porte. Et c'est pas parce que c'est un mec que je veux pas lui tenir la porte. Donc la galanterie, elle doit aussi s'adapter à notre vie de tous les jours, mais en revanche, elle gère quand même et on lui laisse toujours une connotation. Alors là, vous venez, Jennifer, de parler de l'histoire. Mais globalement, la galanterie, c'est aussi perçu par l'homme qui a une ascendance sur la femme, parce que c'était quand même plus dans ce sens-là que dans l'époque contemporaine, on a retenu la galanterie. Jérôme Attal, est-ce qu'on peut parler de courtoisie à ce moment-là? C'est ça rentre dans votre peut-on dire, votre plaidoyer Oui, alors moi je parle d'élégance, parce que j'ai l'impression que l'élégance, il y a une subtilité et une nuance dans l'élégance qu'il n'y a peut-être pas dans la galanterie où... je veux dire, on peut ouvrir une porte d'une voiture à une femme et puis se comporter comme un goujat. Comme un goujat une fois qu'on sera à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Il y a un côté ostentatoire un peu dans la galanterie. Et j'ai l'impression que l'élégance, au contraire, c'est l'art de la nuance à la française. Et donc peut-être que l'élégance serait de savoir doser ce côté ostentatoire de la galanterie, ou ce côté m'as-tu vu, un peu de voilà, je suis galant, je le montre, je suis un homme. Je marche du côté du danger sur le trottoir. J'aime bien ça. Il faut marcher du côté du danger sur le trottoir. C'est mon côté patriarcal. J'en ai un. Voilà. Pour ce qu'a dit moi, c'est mon côté maman. Oui, remarquez. Sur ce qu'a dit Jennifer, il y a un truc très beau de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, il dit qu'il y a 2 Moyen-Âge. Il y a le premier où la conquête se faisait par la joute, par l'exploit physique, la conquête amoureuse. Et quand arrivent les troubadours, le troubadour, c'est l'amour courtois, et la vaillance devient intérieure. C'est-à-dire qu'on va souffrir pour la personne qu'on aime, et cette souffrance va faire lieu de joute et de tournoi. Moi, je veux réagir à ce qu'a dit Jérôme. C'est-à-dire que la galanterie, pour certains, ça s'apprend, alors que l'élégance, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et c'est pas une question de milieu. L'élégance, tu l'as ou tu l'as pas? Bien sûr. C'est violent ce que vous dites. Vrai moi, je trouve que c'est pas une question de milieu ni d'éducation. Tu peux être un type très bien né et avoir... Et il y a aussi beaucoup de personnes actuellement qui sont persuadées qu'elles sont élégantes parce que vestimentairement, elles ont dépensé, elles ont claqué leur PEL dans des grands magasins. Et une personne élégante, ça peut être une personne qui, justement, c'est dans son comportement. Il faut nuancer tout ce que l'on fait. Alors que la galanterie, tu peux être le pire des pires et avoir appris quelques codes qui font de toi quelqu'un de galant. Mais quand c'est appris trop, ça se voit. Et pour le coup, je trouve que ça devient plouc. En tout cas, doser, l'équilibrer. En tout cas, au XVIIe siècle, le vrai galant, c'est celui qui s'efface. C'est celui qui fait place à l'autre. Et c'est un art, non pas de l'ostentation, mais de la discrétion et de la retenue, de la maîtrise de soi. Mais Brumel dit ça aussi de l'élégance. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, où les algorithmes nous encouragent à nous montrer le plus souvent possible pour être visible et pour exister. Alors que justement, l'élégance aurait tendance à vouloir s'effacer. Mais de toute façon, l'élégance, la galanterie, ça entre aussi dans le savoir-vivre en général. Et le savoir-vivre, si on regarde, ça n'a pas d'autre but que de mettre toujours les autres dans les meilleures conditions. Donc, quand vous faites un dîner chez vous, pourquoi il y a un centre de table? C'est pour la vue. Pourquoi on met des jolies nappes? C'est pour le toucher. Donc, on le fait pour soi, parce qu'on a envie, mais on le fait pour les autres. La galanterie, c'est la même chose. On est galant, on est courtois, on est élégant. Normalement, c'est pour mettre toujours la personne qui vous accompagne dans les meilleures conditions à un moment T. C'est pour ça qu'elle est en voie de disparition, c'est qu'aujourd'hui on est très centré sur soi, ou en tout cas sur l'image que l'on renvoie, et pas tellement sur les vêtements. Mais moi je suis pas sûr qu'elle soit en disparition, qu'elle disparaisse. Je crois qu'on la vit pas de la même façon. Tout ce qu'on en a autour de cette table, moi je suis sollicité vraiment énormément dans des entreprises très différentes, dans des écoles, et je suis toujours très surpris de voir que même la nouvelle génération, à partir du moment où tu leur apprends d'où ça vient, pourquoi ça existe, parce qu'il y a toujours
vous le savez mieux que moi, mais il y a toujours une origine historique, sociale, pratique, culturelle. La galanterie, l'élégance, les bonnes manières, si tu le dis à quelqu'un, il faut faire ça parce que ça fait bien, très honnêtement, moi j'ai des copains qui lèchent leur couteau depuis qu'ils sont nés, ils sont très heureux. C'est dangereux. Oui. Mais vous invitiez beaucoup chez vous. Hein. mais quand on explique pourquoi le verre d'eau doit être servi quand on passe à table, pourquoi vous avez dit on tient le haut du pavé et on se met du bon côté du trottoir, etc. Ouais. Si ça prend un sens, ça devient un peu de la culture générale. Ouais. Et les nouvelles générations aiment bien apprendre. Il faut arrêter de penser que plus personne n'a envie d'apprendre. Moi, je n'ai pas encore lu vos livres, j'ai envie de les lire à vous écouter parce que je suis déjà persuadé que j'ai appris des choses là. Et je crois que la galanterie, l'élégance, le savoir-vivre, à partir du moment où quand on transforme ça en de la connaissance et non pas à quelqu'un qui s'autorise à aller dire aux autres « il faut faire comme ça parce que ça fait bien », je crois que ça change toute la donnée, moi. Le dandy laisse sa chemise, mais jamais son cœur au vestiaire. Ouais. Que c'est beau. Ah, merci, c'est tellement poétique. Bah, j'essaye. Mais c'est le propos de ce livre. Dans Un furieux besoin d'élégance, j'essaye de dire justement que ce qui me touche chez les êtres et ce que je retiens de leur passage dans mon existence ou de leur présence à tel moment, c'est souvent les marques d'élégance. C'est une silhouette que j'aperçois alors que tout me paraît obscur et sombre. C'est une personne qui va faire un geste parmi tant de gestes qui m'auront laissé indifférent. Tout d'un coup, il va se passer quelque chose qui va me bouleverser ou qui va me toucher. Et c'est souvent, cette émotion, elle est souvent raccordée à une notion d'élégance. Ouais. Je partage ça, moi. Ouais, c'est un sourire, parfois. Quelqu'un d'élégant, c'est un sourire dans un train où tu n'as pas le moral. Et puis, de toute façon, tout à coup, il y a quelqu'un qui te sourit ou à peine. Ça. Et tu trouves cette personne élégante et tu trouves la situation et le moment joli. Enfin, c'est souvent lié quand même. Parce que vous savez pourquoi je pensais au moi d'abord ? Parce que c'est en vous lisant tout simplement, Jérôme, vous dites l'élégance est un puissant aphrodisiaque dans ce monde qui pue la mort individuelle et la solitude collective. Bon, bah écoutez, on n'en avait pas le moral. Merci beaucoup. Non, mais je trouve que c'est très beau ce que vous dites sur les apparences, les sourires, etc. Moi, ce qui me fascine dans la galanterie, en tout cas celle qui m'intéresse, parce que je suis spécialiste du XVIIe siècle et voilà, de ces œuvres qu'on connaît peu, c'est en fait comment ça ouvre la voie à quelque chose qui est beaucoup plus que ce à quoi on la réduit aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, on va justement réduire la galanterie à quelque chose de superficiel ou de certaines bonnes manières passagères, etc. Alors qu'en fait, ça ouvre la voie à la conversation. Et pour moi, c'est ça la galanterie. C'est un art de converser, de rencontrer, de féconder l'esprit de l'autre, d'aller très très loin dans le lien humain, qui est pensé par les femmes justement et par les hommes au XVIIe siècle et qui va vraiment façonner et reconfigurer la littérature, mais pas seulement, la peinture, la musique, les arts. C'est ce qu'on appelait les fêtes galantes, c'est ça, Jennifer ? C'est ça, tout à fait. Le contexte un peu qu'on voit dans les tableaux de Watteau, des choses comme ça. Voilà, qui ensuite navigue à travers les siècles, qui va être repris par Verlaine au XIXe siècle. Enfin, c'est vraiment quelque chose de tellement fondamental qui demande à être réouvert. Parce que finalement, enfin, je ne sais pas par rapport à vos interventions, mais moi, souvent, j'ai l'impression que les gens croient toujours avoir une idée sur ce qu'est la galanterie, alors que c'est une notion qui est très, très galvaudée, finalement. Mais je pense aussi qu'elle est galvaudée, où chacun a une idée, parce que ça dépend quand même d'où tu viens. Je trouve que c'est quelque chose de très... c'est relatif, la galanterie, par rapport à nos éducations diverses et variées. Donc... dans certains milieux, la galanterie, je vais dire n'importe quoi, c'est de tenir une porte, mais ça va beaucoup plus loin dans d'autres milieux. Donc, on ne peut pas vraiment juger, je trouve. On ne peut pas hiérarchiser ou noter quelqu'un d'extrêmement galant et quelqu'un qui ne le serait pas, parce qu'on l'est par rapport à ce qu'on nous a inculqué, par rapport à ce qu'on a pu aussi apprendre, par rapport à la curiosité qu'on a ou qu'on n'a pas, et à l'intérêt qu'on y porte aussi. Parce qu'on a le droit de ne pas porter intérêt à toute cette notion. Mais voyez les amis, ce chiffre-là, je crois que c'était 67% des Français voudraient revenir comme avant, enfin voudraient que la France soit comme avant, et on le voit tout le temps à coups de photos vintage, des photos des années 50, 60, la nouvelle vague tellement mise en lumière par Jérôme Attal. Oui, dans Baiser volé, avec le tact et la politesse. Ouais. C'est vrai que moi j'ai été longtemps fascinée, captivée par ces films de Truffaut et de Godard, enfin toute cette époque, cette ère de la nouvelle vague, parce qu'il y avait une élégance, c'est vrai, qui me faisait complètement rêver quand j'avais 20-25 ans, je me rappelle. Hier. Non mais merci beaucoup pour cette élégance, Cécile. Et on a l'impression qu'effectivement, alors je ne sais pas si je fais partie des 67%, oui et non, mais peu importe.
Et est-ce que c'est à mettre en lien avec ce qu'on est en train d'évoquer? Est-ce qu'il y a une espèce de nostalgie de l'image alors qu'on se fait d'une galanterie d'un autre âge qui aurait complètement disparu? Voilà, les gens parlent très fort dans la rue, voilà, on se montre, on donne son avis, on drague ouvertement, on est plus subtil comme avant, etc., etc., etc. Je sais pas, qui veut répondre? La société a beaucoup changé, on vit beaucoup plus dehors qu'avant. Il y a quand même la démocratie qui fait qu'on n'est plus dans des salons, on n'est plus dans un entre-soi. Il y a un espace public qui a pris une place très importante, un espace public qui a été aussi conquis par les femmes. Donc les interactions ont changé. Mais dans cet espace public, la solitude a décuplé aussi, parce que chacun est sur son écran, donc on est moins dans ce concept que prenait Jennifer sur l'idée de la galanterie comme communion entre les femmes et les hommes, puisqu'aujourd'hui chacun est très replié sur soi, et finalement on ne fait qu'afficher des solitudes et que multiplier des solitudes. Un peu Alain Souchon, qui est quelqu'un de très galant. Ah bon? de très élégant en tout cas. D'accord. Est-ce que c'est pas un petit peu personnel ça? Écoutez, non, je pensais à Foule Sentimentale. Ah oui, c'est ça. Ah, je pensais à la chanson qui caractérise. C'est très caricatural ce que je veux dire, mais cette série sur Netflix, la chronique, je sais jamais prononcer, de Brick Johnstone, c'est un peu exactement, les femmes avaient le droit de parler dans les salons, elles menaient le monde dans ces salons. Il y avait une espèce de... Alors évidemment, tout est poussé un peu, mais c'est un peu ce qu'on était en train de se dire, c'est... Tout se passait dans les salons, on se fréquente entre eux, on marie nos enfants dans le salon, on les fait se fréquenter, les hommes étaient très élégants vis-à-vis des femmes, mais même entre eux. Même entre eux. Hein. Mais même entre eux. C'est vrai ça. Et aujourd'hui, moi je crois que c'est malheureusement réservé seulement à une petite partie de la population qui continue à faire vivre toute cette notion-là. Globalement, sans encore rentrer dans des clichés, mais quand tu chasses à court, le soir, tu as des dîners, tu es encore dans l'esprit de galanterie, et même entre les hommes qui sont présents et les femmes, etc. Il y a l'habit, il y a bien sûr. Et je pense que c'était beaucoup plus généralisé, peut-être que je me trompe, et aujourd'hui, c'est quand même plus... c'est la fin de l'entonnoir, quoi. Oui, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'apparence et dans le folklore. C'est pour ça il y a débat. Quand on parle de galanterie et d'élégance, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jérémy, c'est que l'élégance, finalement... est lié aussi au tempérament et à la sensibilité qu'on a de ce voyage dans l'existence. Sans vous manquer de respect, cher Jérôme. Mademoiselle, si vous le permettez, d'Henri Salvador. À tout de suite. Mademoiselle, qui passait sans souci dans vos rêves, bien plus bleus que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec ennui.
et sans souci. Dans vos rêves, bien plus bleus que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Oh, dans vos rêves font le jour de minuit. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Oh, le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec ennui. Oh, tous les toujours ne riment qu'avec ennui. Oh, tous les toujours ne riment qu'avec ennui. Mademoiselle, Henri Salvador sur Radio Notre-Dame RCF. Alors nous parlons galanterie, courtoisie. Que reste-t-il de la galanterie à la française avec Jérémy Combe et son ouvrage Oser les bonnes manières pour assurer partout en toutes circonstances chez Michel Lafon. Jennifer Tamas qui a écrit « Peut-on être galant ?» tout simplement aux éditions du Seuil, et Jérôme Attal et son furieux besoin d'élégance, publié chez Fayard. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est vous faites des ponts entre aujourd'hui et jadis, si je puis dire, Jennifer, et vous dites que dans les années 90, la galanterie n'a plus bonne presse. Vous partez de l'affaire Strauss-Kahn en évoquant le fait qu'il ait insisté sur le malentendu culturel. Le comportement de l'homme politique, dites-vous, était imputable à une séduction à la française. Ça va très loin, finalement, oui. ces interprétations. Mais encore une fois, je pense qu'on caricature beaucoup le XVIIe siècle. Et par exemple, là, on vient d'écouter une chanson qui s'appelle Mademoiselle. Je voudrais rendre hommage quand même à Mademoiselle de Scudéry, parce que c'est une femme justement qui tenait salon au XVIIe siècle, qui a toujours refusé le mariage, qui a écrit plusieurs romans contre le mariage, mais qui envisageait aussi d'autres intrigues possibles. Mais souvent, on caricature les salonnières, on les réduit à des femmes qui savent recevoir, qui servent le thé, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que déjà, ça s'appelait pas salon au XVIIe siècle, on appelait ça des cercles. Et ensuite, quand on se recevait, c'était vraiment des débats philosophiques, une casuistique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'amitié ? Comment on peut créer du lien, etc. Et à partir des conversations qui se sont tenues dans ces salons, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'iPhone pour enregistrer ce qui se disait, mais on en a des traces. C'était des groupes WhatsApp, en fait, c'est ça? Mais c'est un petit peu ça. Smart, c'est-à-dire que, par exemple, elle a chargé son tendre ami Pélisson de tenir un registre sur tout ce qui se disait. Et à partir des échanges qu'ils ont eus, elle a bâti non seulement ces intrigues romanesques, mais vraiment des réflexions, ce qu'elle s'appelle des conversations morales, pour revenir sur qu'est-ce que c'est que, par exemple, l'air galant, qu'est-ce que c'est que la médisance, qu'est-ce que c'est que... Voilà, et donc, comment on aime... est-ce qu'on peut retomber amoureuse après avoir perdu son mari ? Combien de temps dure le veuvage ? Qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant, etc. Donc, c'était vraiment des... Encore une fois, c'est pas juste du Gossip Girls, vous voyez. C'est vraiment des conversations philosophiques, profondes, par exemple, et qui se fondent sur l'expérience, sur la rencontre, sur la connaissance. C'est-à-dire, par exemple, elle a un petit jardin, elle va avoir une fauvette qui vient et qui passe, et qui revient à certaines saisons. Et du coup, elle écrit à la nièce de Descartes. Elle lui dit, en fait, c'est pas vrai que les animaux sont des machines. Il y a toute une réflexion de la part des animaux. Pourquoi il y a cette migration des fauvettes, etc. Donc, il y a cette réflexion. Et donc, c'est pour ça, moi, j'aimerais bien rendre hommage à ces salonnières et ces femmes qui ne sont pas du tout des maîtresses de maison, mais qui sont des écrivaines, des philosophes, des femmes qui ont compté, dont on ne lit pas les œuvres. Ouais. Alors que Racine, Molière les lisaient, qui s'en imprégnaient, et qu'en fait, on ne lit pas Racine et Molière de la même façon si on a lu ces autres œuvres. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a finalement, même à l'ère de MeToo, on pourrait, si on apprenait à bien cerner ce que c'est que la galanterie, se mettre au clair et réinventer une nouvelle galanterie. C'est un peu ça, finalement, que vous dites, même d'une certaine façon, peut-être Jérôme Attal aussi. Oui.
Non Oui, on peut inventer. Tout est à inventer toujours et tout le temps. Non, mais c'est ça qui est beau dans la journée qui arrive, c'est qu'on peut multiplier les gestes. Ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait vivre l'élégance et une galanterie comme une espèce de sport à la fois personnel et collectif, plutôt au lieu de faire du jogging, par exemple. On pourrait multiplier les gestes d'élégance au cours d'une journée. Quelle belle idée. Bah oui, Jérémy Combe le pratique déjà, ça. Non, oui. Enfin, en tout cas, vous apprenez à le pratiquer. Non, mais j'apprends à le pratiquer. Moi, j'organise énormément de dîners chez moi parce que je trouve qu'il se dit beaucoup de choses. Ma mère, enfin, je reproduis sans doute, hein, mais ce que vous disiez, ma mère a un club qui s'appelle Femmes de parole, Parole de femmes. Et elle se voit toutes les 6 semaines avec souvent un intervenant sur une thématique politique. Mais il se passe des choses et alors, elle ne rédige pas parce qu'on est en 2024, mais je trouve que c'est la façon moderne finalement de... vous parliez de cercle, ma mère dit toujours qu'elle a des rondes de thé par exemple, et on vit en 2024, elle est très moderne, hein, on n'est pas du tout... Elle vit pas dans la poudre et dans le... Enfin dans la poudre... dans la poussière. De la perruque, hein, je veux dire. Ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Mais donc c'est aussi... C'est très moderne et quand on la regarde, elle vit vraiment pas comme au XVIIe siècle. Mais en revanche, ce sont des habitudes que mes parents nous ont transmises à mon frère et moi. Et on le vit, moi, à mon époque, et j'ai un frère qui a 5 ans de moins que moi, qui le fait aussi, mais à sa manière. Mais on peut être galant sans éducation. Mais ça, j'en suis convaincu. C'est ce que disait Jérémy tout à l'heure. J'en suis totalement convaincu. Mais par exemple, la table, Jérémy, parce que si je me souviens bien de votre livre... il y a des choses à ne pas dire à table. Alors je sais pas, il y a peut-être là pour le coup quelque chose qui a évolué au fur et à mesure des siècles, qui s'est perdu ou qui a changé dans les conversations. Il y a les sujets interdits. Il y en a toujours eu ou pas? Je pense, mais c'était moins... ça s'appelle la bienséance. Par exemple, on va pas parler de son corps. Il y a des sujets qu'on évite par bienséance pour ne pas choquer. Mais ça, encore, c'est quelque chose de très nouveau parce que, si vous voulez, juste avant le XVIIe siècle, il y a quand même un événement traumatique en France, c'est la Saint-Barthélemy, donc le massacre entre protestants et catholiques, et qui fait que cette violence, en fait, elle est partout. On la voit au théâtre, on voit sur scène des viols, on voit sur scène des crimes. Et donc, par refus de la violence, on va changer aussi la façon de faire des spectacles et des arts. Et par exemple, quand vous lisez les traités théâtraux, on va dire on ne veut plus voir des crimes sur scène. Il va falloir narrer les crimes, mais dans la coulisse, ou enfin en parler, mais sans les montrer. Voyez. Et donc toute cette question des bienséances, c'est-à-dire comment faire pour recréer du lien ensemble, faire société. Donc vous avez cette déclaration très importante d'Henri IV qui dit que suite à ces guerres de religion horribles, la seule façon de faire société, c'est de prescrire un devoir d'oubli pour qu'on puisse ne pas rendre responsables les enfants des crimes de leurs parents. Et donc c'est comme ça que j'explique la galanterie comme un processus de civilisation qui se met en place petit à petit. Par réaction, on va cultiver des formes de bienséance. C'est sûr qu'il y aurait peut-être moins de conflits, même de tous les jours, si on se comportait de façon plus bienséante. Je sais pas si ça se dit. Mais après, il y a la théorie et la pratique, parce que par exemple, Racine passe sa vie dans ses préfaces à dire oui, moi je respecte toutes les bienséances, etc. Et Phèdre, elle meurt sur scène, par exemple. Mais plein de paradoxes aussi, mais bon. La bienséance, l'élégance et les codes, c'est aussi le seul dénominateur commun qu'on devrait tous avoir quand on n'a pas de culture et d'éducation identique. Si jamais on était tous un peu plus élégants, un peu plus galants, un peu plus... on utilisait attentifs aux autres, exactement. C'est pour ça que ça existe aussi, c'était pour qu'on ait chacun une base un peu commune. Et on voit bien le bordel que c'est en ce moment. C'est pour ça que je pose la question. Juste pour savoir, petite parenthèse, à table, déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas aborder? On dit qu'on ne parle pas de religion, on parle toujours vrai, pas de sexe, donc c'est un peu l'intimité. On ne parle pas d'argent. De son corps non plus, de son corps non plus. Ça, on ne parle pas de son corps. Souvent, les gens le font. J'ai fait un régime, je ne sais pas quoi. Sinon, si vous enlevez les cinq principaux sujets interdits, il ne reste pas grand-chose. Mais c'est ça. On mange peut-être, non, à table. C'est ça. On pourrait. Il y a la notion le déjeuner et le dîner sans les conversations qui sont un peu drôles. Non, mais c'est toujours qu'il faut le faire avec de la nuance, avec un peu. Il faut savoir mettre un frein. Et ça dépend qui vous avez autour de votre table, des copains que vous connaissez depuis 20 ans ou des personnes qui viennent dîner pour la première fois chez vous. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, aussi. Il y a un sujet je vais jeter ce sujet sur la table parce que je pense qu'il y aura des désaccords et tant mieux. Qui paye l'addition pour le premier rendez-vous? Alors, on va parler de ces petits sujets quand même qui ont un rapport avec la séduction et la galanterie. Vous en parlez vous-même également, je crois, dans votre livre, Jennifer, parce qu'il y a toute une histoire avec le fait d'entretenir. C'est pas si simple que ça.
d'entretenir sa belle. Il y a des femmes en Europe aussi qui ont été, qui avaient pour coutume d'entretenir leur amant. Je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, vous allez nous raconter ça. Alors, pour ou contre, est-ce que c'est quand même essentiel est-ce que vous le mettez dans la case des priorités de la galanterie à la française? Jérémy, ça tombe sur vous. Tiens, comme par hasard. Moi, Moi, j'estime que si jamais tu as les moyens, c'est toujours pareil. D'accord. Hier, j'ai pris un verre avec une amie que je n'avais pas eu depuis longtemps. Ça me paraissait quand même incongru de la laisser m'inviter ou qu'on n'allait pas diviser. D'accord. Mais en revanche, si j'étais étudiant ou si j'étais au chômage, peut-être que ma réaction aurait été différente. Donc c'est pareil. Si jamais je ne vais pas citer de nom, mais j'ai une amie qui est millionnaire, quand elle m'invite, elle sait très bien que de facto, elle m'invite. Et je ne trouve pas ça tout à fait normal. Je peux aussi l'inviter. C'est pas parce que... Donc il faut prendre en considération, et puis c'est toujours pareil, si jamais tu n'as pas envie de payer, tu attends que l'addition arrive, et puis tu fais et puis si jamais tu peux inviter, tu vas discrètement te laver les mains et tu payes, et c'est même plus un sujet. Ce qui est très chic, c'est un geste très assez chic. élégant de faire ça. Moi je fais ça tout le temps ça. Vous faites ça, vous? Non, moi j'ai la frayeur des additions partagées, donc je prends l'addition pour ne pas qu'il y ait ce moment un peu embarrassant de l'addition partagée. En fait c'est embarrassant. Oui, je trouve d'une inélégance assez radicale, donc je préfère attraper la note. Je suis d'accord avec vous, Jérôme, mais en revanche, dans une relation, c'est pareil, d'amitié, si jamais on a l'habitude de se voir, vous et moi, régulièrement, ça peut être aussi de temps en temps... Une fois sur la deux. Femme, je serais pareil avec mon frère, par exemple, à un moment de sa vie, il commençait à travailler. Je l'invitais parce que je me suis dit, moi, ça ne changera pas mon quotidien et lui, il ne gagne pas un copec. Ouais. Donc, c'est aussi, je crois qu'il faut aussi laisser parler son cœur, la situation. Ouais. Oui, il faut jauger la situation. Il faut jauger la situation, enfin, à mon avis. Oui. Alors, pour moi, ce qui est essentiel dans un repas ensemble, c'est vraiment la conversation. C'est pas qui paye. C'est ce qu'on se dit. Parce que quelqu'un qui paye et parce que pendant tout le temps, il a monopolisé la parole, il n'a parlé que de lui ou elle n'a parlé que d'elle, etc. Pour moi, c'est l'élégance, ça se situe pas là. Après, dans ma pratique personnelle, si vous voulez savoir, c'est à tour de rôle ou voilà. Mais je veux dire, pour moi, vraiment. Et pour le premier rendez-vous. Pour le premier rendez-vous, franchement... Galant, là, rendez-vous. Galant, un rendez-vous amoureux. Le premier rendez-vous amoureux, si tout se passe bien, on ne mange pas, parce qu'on est tellement épris d'amour, l'appétit est coupé, et on ne parle pas. C'est la non-conversation devient la conversation. Je palise à sa vue, un trouble s'éleva, mon âme est perdue. Si on a un qui parle trop, c'est mauvais signe. Mais si jamais vous êtes quand même dans un restaurant, dans un bar, il y a un moment, la question de l'addition va quand même se poser. Même si vous n'avez pas parlé, vous avez peut-être commandé. On va payer quelque chose, exact. Bon, écoutez, j'aurais pas mal. Non, mais j'aimerais bien, juste avant qu'on se sépare une deuxième fois, que vous nous racontiez, parce que c'est pas si simple que cela, en fait. Le fait d'entretenir, c'est important. Je trouve que ça joue. Il y a quand même une histoire de l'entretien, je pense que c'est comme ça, mais le rapport entre les hommes et les femmes. Sous le prisme de la contribution, quoi. De l'argent. En fait, si vous voulez, au XVIIe, de toute manière, les femmes doivent être dotées. Elles ne possèdent absolument rien dans le mariage avant que leur mari ne meure. Donc, comme ça, si vous voulez, vous êtes une mineure éternelle. Donc, il y a quand même... c'est aussi pour ça que les hommes payent l'addition. C'est parce qu'en fait, les femmes n'avaient pas de pouvoir économique à partir du moment où elles se mariaient. Et puis, quand elles n'étaient pas mariées, le pouvoir économique, c'était celui du père. Donc, il y a quand même cette asymétrie. Et dans nos sociétés aujourd'hui, en fonction des métiers qu'on exerce et du niveau de compétence, souvent, les femmes sont moins payées que les hommes. Donc, je veux dire, si on prend comme facteur l'économie, c'est vraiment important de voir l'asymétrie. Et par rapport au XVIIe siècle, qui est quand même mon champ d'expertise, vous avez plusieurs femmes, en fait, qui, pour fuir des violences conjugales, vont s'exiler en Angleterre. Donc, je ne sais pas si c'est à ça, ce à quoi vous pensiez. Mais par exemple, vous avez Hortense Mancini, son mari est très violent, il la bat, etc. Elle va s'exiler en Angleterre. Et son mari ne va avoir de cesse d'écrire à Louis XIV pour lui dire « j'ai besoin qu'elle revienne ». Et en fait, il confisque tous ses biens. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir économique. Et il exige que sa femme revienne parce que c'est une perte de capital. Donc, tout a une logique, en fait. Il y a une logique économique derrière ces bonnes manières. Ouais. Eh bien, tout de suite, je ne sais pas si c'est la plus galante. Respect, signé Aretha Franklin sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite.
Respect qui enchante Jennifer Tamas. Pourquoi Jennifer en 2 mots? Oui, je disais qu'Aretha Franklin avait repris la chanson en la modifiant parce que justement, ça parle du pouvoir économique dans le couple. Et à la base, la chanson, c'est l'homme qui revient à la maison et qui demande à sa femme de lui manifester des signes de respect parce qu'il a gagné l'argent de la journée. Et elle le renverse en disant, mais en fait, tu rentres dans une maison propre, etc. Ouais. Donc, tu dois me respecter parce qu'il y a tout ce travail invisible que j'ai fait pour toi. Vous avez écouté, auditeur chouchou? Vous avez écouté ce message. Merci Jennifer. Vous l'avez tellement bien dit, j'aurais pas mieux fait. Jérôme Attal, effectivement, l'élégance se fait. Alors, il y a les gestes, il y a les paroles. Et puis, il y a le fond, il y a ce qui se passe dans la maison. C'est intéressant que vous ayez évoqué cela tout à l'heure. Et je voudrais qu'on y revienne, ce qui se passe dans la voiture, mais aussi dans la maison. Oui, en fait, c'est l'élégance du cœur qui est la plus importante. Au fond. Oui, bien sûr, c'est l'élégance. En fait, alors Deleuze dit ça aussi très bien. Il dit que la véritable élégance, c'est pas l'overdressed à l'italienne, c'est plutôt la retenue à l'anglo-saxonne. Oui, c'est quelque chose de très neutre finalement, c'est ce que dit aussi Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, il a cette phrase sublime, il dit que le plus beau vêtement qu'une femme puisse porter, ce sont les bras de la personne qu'elle aime. Alors c'est magnifique. C'est magnifique, surtout pour quelqu'un qui a fait toute sa carrière en créant des vêtements. C'est l'humilité aussi, l'élégance. C'est savoir s'effacer. Alors, moi j'écris des livres, j'écris des chansons, et je donne beaucoup d'ateliers d'écriture aussi. Dans mes ateliers d'écriture, notamment de chansons, je dis aux artistes avec qui je travaille qu'à un moment donné, il faut s'effacer devant sa création aussi. Il faut plutôt l'accompagner, comme si on sculptait un petit bonsaï. Parce que j'allais sculpter des cathédrales, puisque c'était un petit peu la devise de nos anciens bâtisseurs. Oui, et dans mon livre, je parle aussi d'un truc incroyable, c'est le labyrinthe à l'intérieur de la cathédrale. C'est dans les cathédrales romanes et gothiques, il y avait des labyrinthes qui étaient tracés, et le pèlerin, quand il entrait dans la cathédrale, il s'avançait sur le labyrinthe, comme, en fait, c'est le mythe de Thésée, c'est le mythe du labyrinthe qui est réadapté par la foi chrétienne. C'est qu'on entre dans la cathédrale ou dans la basilique et on se débarrasse de sa vie extérieure pour trouver son chemin vers l'autel et vers la foi. Hein. Et il y avait à l'époque, peut-être au XIIIe ou au XIIe siècle, plusieurs pèlerins qui se retrouvaient à marcher dans les labyrinthes des cathédrales. Et ce qui est très beau, c'est que dans le labyrinthe, on ne sait jamais où en est l'autre. C'est comme dans les rues de Paris, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais, on croit qu'il est avant nous, mais en fait, il est peut-être derrière. Enfin, le labyrinthe fait qu'on ne sait jamais quel chemin prend l'autre, et pourtant, il y a une rencontre. Et le pèlerin ne savait pas où il en était avec son existence, avec sa vie, avec aussi sa foi parfois, et il essayait de renouer avec son être à l'intérieur du labyrinthe dans la cathédrale. Magnifique. Un ange passe, tellement c'est beau ce que vous dites. C'est vrai, on en reste quoi? Mais c'est ça, vraiment la vertu du labyrinthe. Alors, c'est fou parce que dans ce que vous racontez, les uns les autres, au fond, on a vraiment l'impression, la galanterie est presque un art. Alors ça va faire plaisir à Jérémy Co, mais c'est fou parce que c'est un art, quoi, en fait, à la française. On devrait plutôt dire cela, non? Moi, j'appelle ça l'art de maîtriser les codes, mon bouquin. Ah oui, c'est vrai que c'est en même temps. Donc c'est toujours pareil, qui peut le moins, qui peut le plus peut le moins. Et vice-versa, mais je pense qu'il faut... D'abord, il faut avoir envie. Il y a une question, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme et Jennifer, il y a une question de la discrétion. Il faut le faire sans se faire remarquer, mais il faut aussi avoir envie de... C'est de la générosité d'être galant et d'être courtois. C'est pour les autres, je me répète. Et quand les hommes se font engueuler dans le train parce qu'ils ont aidé une femme... J'ai vu une scène il y a très peu de temps. Je me suis dit, il faut que je fasse l'émission. Là, pour le coup, il est temps. Je vais citer ce monsieur que je ne citerai pas parce que je ne connais même pas son nom. J'ai vu cette scène et je pense qu'il y en a d'autres, des exemples de ce genre de scène, de femmes qui s'offusquent parce qu'un charmant monsieur lui propose de porter sa valise. Quoi. Oui, voilà, un petit problème à régler avec Non, mais elle-même. il y en a beaucoup ou pas, Jérémy? Oui, il y en a beaucoup. Ah, oui. Mais souvent de la génération un peu... 20-30 ans, là, justement, pourquoi un homme m'aiderait à porter ma valise? Juste parce que c'est plus pratique et qu'on va gagner du temps. Alors, moi, je voudrais juste... remettez les pendules à l'heure. Jennifer bouillonne. Moi, ça me rend fou. Je m'interrogeais, vous voyez. Non, alors, bon, deux choses. Pour moi, ça, c'est un geste de politesse. C'est de la politesse, comme moi, j'aide une maman avec une poussette dans un métro, etc. C'est pas ce qu'on appelle de la galanterie. Mais je pense que... d'accord. Voilà. C'est un préalable, la politesse. La politesse, c'est un préalable à la galanterie. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs féministes aujourd'hui qui se situent contre ces gestes.
Et il faut le comprendre. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur une femme du XVIIe siècle qui s'appelle Gabrielle Suchon et qui était une religieuse et qui a écrit plusieurs livres. Et en gros, elle dit, mais finalement, il faudrait une troisième voie entre soit les femmes vont au cloître et deviennent religieuses, soit elles se marient. Et moi, je prône une troisième voie, la voie de neutralité, c'est-à-dire le célibat volontaire, mais parce que je veux vivre pour moi et penser, etc. Et je ne veux appartenir ni à Dieu, ni à un homme, que ce soit un père ou un mari. D'accord. Et donc, elle écrit un petit traité qui s'appelle « Traité contre la légèreté, la faiblesse et l'inconstance des femmes ». Et donc, l'idée que les femmes sont faibles, sont des êtres faibles, qui doivent être secourus, qui n'ont pas les moyens de se défendre, elle dit en fait, c'est quelque chose qui relève du préjugé. Mais c'est pas seulement un préjugé d'homme, c'est un préjugé qui s'appuie sur toute une rhétorique. C'est-à-dire, on veut nous faire croire que les femmes sont faibles. Et ensuite, elle prend plein d'exemples. Elle dit, je vais vous montrer plein de femmes fortes. Des femmes qui combattent, des Amazones, Clélie, qui refusent le viol, etc. Et donc, elle va faire... 17e siècle 17e siècle. Contemporaine de Molière un peu plus tard, mais c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, elle dit, par exemple, les lacédémoniennes à Sparte, elles sont très fortes, elles s'entraînent au lancer de javelot, etc. Et ça fait référence aussi à Poulain de la Barre qui dit, mais finalement, si les femmes ne peuvent pas être magistrates, chefs d'armée, etc., c'est juste une question du préjugé. Ce n'est pas en rien une incapacité, voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a comme vous disiez, on explique que ces gestes-là se fondent sur... à l'époque, les femmes ont des très grandes robes, elles sont encombrées par leurs vêtements, donc on va les aider à soulever un sac, une valise, quelque chose. Aujourd'hui, les femmes, elles portent des jeans, ce qui est quand même l'invention du pantalon au 19e siècle. Voilà, c'est quelque chose d'assez récent. Et donc, elles se disent, on n'a pas envie qu'on nous aide. Mais pour moi, c'est Moi, j'aime bien quand même. Moi, j'aime bien parce que j'ai toujours des valises de livres hyper lourdes. Moi, je passe ma vie dans les avions et dans les trains, vraiment beaucoup. Et l'autre jour, il y avait une femme qui était embarrassée avec ses 2 valises. Eh bien, passez-moi l'expression, mais comme un con, je ne suis pas allé lui proposer de l'aider parce que je me suis dit, vu comment elle a l'air farouche, je vais me prendre un tacle. Ouais. Donc, je trouve que c'est aussi un peu limitant et un peu dommage. Si ça avait été un homme du même âge, je serais allé l'aider justement par politesse. Wow. Parce que je me suis dit, alors là, on n'ose plus au nom de... je prends une tarte, quoi. Vous pouvez demander aimablement. Il y a quelqu'un qui a déjà essayé de lui dire, madame, est-ce que je peux passer? Elle l'a envoyé, voilà. Un peu boulé, quoi. Voilà, donc je me suis dit, allez, débrouillez-vous avec vos valises. Et je trouve ça un peu dommage. J'ai des étudiantes, moi, qui, parfois, quand je les laisse passer entrer avant moi dans l'ascenseur, qui me font presque une réflexion. Il y a des façons rigolotes de demander. Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'essaie de faire de l'humour tout le temps, pourtant. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que je vous invite au restaurant ou est-ce que c'est contre votre religion? Et donc, du coup, ça m'a fait rire. Et j'ai dit, oui, vous pouvez. Voilà. Oui, mais c'est dommage d'obligé d'emprunter plein de superfuges comme ça pour des choses qui pourraient être beaucoup plus simples. Et Jérôme le dit, on doit parler avec son cœur, c'est une élégance du cœur. Et je trouve qu'on perd un peu tout ça parce qu'aujourd'hui... D'où ma question aujourd'hui. C'est vrai que c'est important peut-être de se centrer. Ouais, l'élégance du cœur. Et si on se rejoignait là-dessus, vous voyez, dans la cathédrale de l'élégance du cœur. C'est beau, Marie-Ange. Mais dans l'idéal, toutes les autres élégances doivent découler de l'élégance du cœur. C'est-à-dire l'élégance du maintien, l'élégance du geste, l'élégance du vêtement. Du vêtement, ouais. Doivent n'être que des prolongements de ce qu'on a dans le cœur. Ouais. Voilà, on n'est plus des subtils aujourd'hui. On perd en subtilité. On a perdu l'art de la nuance, surtout. De la nuance. Qui est un art très français. C'est vrai. Et aujourd'hui, on vous somme, à la fois par les algorithmes sur les réseaux sociaux, mais à la fois dans les débats, de choisir un camp, de choisir une tribu, de vous apparenter à quelque chose. Et on a perdu cet art très français qu'est l'art de la nuance. Ouais. Et j'ai l'impression que la galanterie et l'élégance, quand elles sont pratiquées à haut niveau, ce qui se fait autour de cette table, nous permettent de retrouver un peu cet art de la nuance. On a toujours des les flatteurs. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il attend? Rien, je suis bien. Vous voulez qu'on prenne un verre, c'est ça? Je suis bien. Il faut le dire. Hein. Vous voyez, les femmes prennent le pli. Jamais une femme n'aurait invité un homme à prendre un verre, Marie-Ange. Surtout au XVIIe siècle. Il faut que j'aille faire un petit stage du côté de chez Jérémy Co, parce que là, ça va plus du tout. Je vais aller dans un cours consacré. Ce qui est sympa quand même, c'est que, regardez, on se connaît depuis 40 minutes. Et c'est pas inélégant de proposer un verre. Donc c'est vraiment, j'insiste, c'est ce qui se passe autour d'une table, ce qui se passe... il faut aussi la conversation. On aurait pu être tous les 4 réunis sans conversation. On ne serait pas en train de... Marie-Ange n'aurait pas proposé de nous offrir un verre. Non, mais quand même pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que la conversation est quand même... C'est vrai.
C'est juste. Le socle, un peu de beaucoup de choses, fil en rouge, plus hein. du cœur, Jérôme. Hein, Ouais. Et le premier pas, vous avez vu le petit sondage, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais 82% des Français ne considèrent pas la galanterie comme sexiste, donc ça tant mieux. L'émergence d'une remise en question pour le premier pas, vous voyez, le fait de faire le premier pas, maintenant, apparemment, ça ne dérange plus du tout ni les hommes ni les femmes, soi-disant, hein, selon ce petit sondage, que les femmes fassent le premier pas. Moi, j'ai trouvé ça magique. Qu'en est-il Alors, ce que je dis dans le livre, c'est que le premier pas, oui, mais sur la pointe des pieds. C'est ça l'élégance. Oh là là, toujours Jérôme, c'est comme un chat. Vous êtes un vrai chat. Jérôme, il veut finalement. absolument pas qu'on aille avec nos gros sabots, hein, ça c'est sûr. Mais moi, j'avais été marqué, pas choqué. Avant notre fameux confinement, donc ça remonte. J'ai passé un week-end sur 2 pendant 2 mois en Suède. Et les Suédoises ne se posent pas la question. Non. Elles arrivent, elles vous trouvent sympa ou mignon, ou je sais pas ce qu'elles vous trouvent, Ouais. avec un verre, et elles vous offrent un verre. Ce que moi, français, à l'époque, je n'aurais jamais osé faire dans un lieu public à Paris, par exemple. C'est parce que la bière suédoise s'écoule très mal dans leur pays, donc ils sont obligés de convaincre les étrangers. Non, mais je me souviens à l'avoir dit aux amis, j'avais un de mes copains qui avait épousé une Suédoise, je disais, ça, par exemple, typiquement, on n'oserait pas le faire en ce moment, à Paris ou en région, peu importe. Mais c'était assez novateur, je trouvais, moi, enfin, culotté même. Alors, ça vous... Moi, je pense qu'il y a Comprends. plusieurs façons de faire le premier pas. Ça peut être une invitation, une missive, un Une regard. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas... Moi, je suis très lettre de château, comme vous. Ah ouais, les lettres de château. Pourvu que ma fille continue à Ah, vous écrivez faire perdurer, ça veut à m'écrire du haut de ses 3 ans. Non, mais pourvu que ça dure, l'habitude de toujours remercier par des lettres de château. Voilà. Et l'art épistolaire, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des gestes liés à la galanterie. Ouais, Alors, la correspondance entre Maria Casares et Albert Ah Camus, oui, c'est magnifique. 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 Le premier pas, donc, votre Jérôme... Sur la pointe des pieds. c'est ça voilà. votre réponse, d'accord. Et Jennifer. Moi, je vous disais que oui, pourquoi pas. Ouais. Une femme, un homme, tout dépend, encore une fois, du modus operandi, c'est-à-dire de la façon dont on fait le premier pas. Ouais. Si c'est héler quelqu'un... Et dans l'histoire, au XVIIe, ça se faisait comment? C'était toujours les hommes ou pas forcément? Souvent, au XVIIe siècle, il y a la question de la réputation des femmes oui. qui est quand même très importante. On n'en a pas parlé de ça. Enfin, si, Oui. on en a un peu parlé. mais, Ça fait partie du code de l'honneur, de la réputation, de la compromission. Et c'est pour ça qu'en fait, la galanterie permet de se parler dans la lumière, avec d'autres personnes, dans une forme de collectivité, et qui a vraiment une progression par rapport à ce que je disais, l'amour courtois, où c'est dans l'obscurité, le secret. Est-ce que dans le menuet, il y avait un quart d'heure américain ou pas? C'est vrai que le quart d'heure américain, ça ne nous rajeunit pas, le quart d'heure américain. Ouais. C'est vrai que tout ça, c'est maintenant les jeunes en font fi. Enfin, j'imagine que maintenant, on s'en fiche complètement de tout ça, quoi, Jérémy. Mais je crois que Ça se joue encore, ça marche encore tout. Moi, je crois un peu quand le je premier regarde pas, un peu. tout ça, Oui, tout ça. je trouve que les jeunes, mais les très jeunes, entre 16 Ouais. 18 ans, Ouais. ils sont un peu hésitants, ils savent pas trop, ils demandent à leurs copains. Comment on fait Mais c'est vrai que Le les filles premier sont pas un ou peu pas plus dévergondées. Alors ne prenez pas ça au sens. Mais elles font aussi comprendre qu'elles ont envie du premier pas, moi je trouve. Ouais. En tout cas, aux Peut-être que c'est États-Unis, ça. moi j'habite aux États-Unis. Aux États-Unis, les femmes font le premier Bah pas oui. sans Mais hésitation. moi j'ai tellement loupé d'histoire parce que j'ai pas osé le faire que maintenant j'y vais. C'est vrai? Ouais, Ah, j'ose. d'accord. J'ose. Bah, écoutez, voilà, à l'ancienne. J'ose un petit peu à l'ancienne, parfois je dois être un peu. Enfin, à l'ancienne, Jérôme Attal, vous disiez que, enfin, même vous écrivez dans votre livre que vous effaciez même au risque de rater plein d'histoires. Oui, hein. moi Volontairement, même. je n'ose jamais. Je suis toujours pas ouais, je suis pour mettre ça dans les livres, toutes les aventures qu'on n'a pas. Les livres sont faits pour ça. Bah écoutez, Les romans sont faits pour Moi ça. je vais écrire la Pléiade. Hein. le rêve n'est pas fait pour se réaliser. Voilà. Bon, bah écoutez, le fameux de l'histoire, la galanterie n'est donc pas morte, mais elle a un petit peu changé. Et elle se réinvente tous les jours. Moi, c'est ce que je retiens. En tout cas, je vous invite à lire d'urgence le livre de Jennifer Tamas, parce que c'est vraiment incroyable de lire à quel point tout a une histoire dans cette affaire de galanterie. Peut-on encore être galant aux éditions du Seuil? Merci infiniment, Merci. Jennifer Tamas. Merci Jérémy. Merci beaucoup, Combe. c'est toujours très sympa. Et vos bonnes manières. Merci beaucoup. Pour rassurer partout, en toutes circonstances, chez Michel Lafon. Et enfin, merci Jérôme Attal. Et un furieux besoin d'élégance à découvrir aux éditions Fayard. Merci les amis et bonne soirée à tous. Un plaisir, merci Bonne Marie. soirée, Marie-Ange.